Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes probablement entrepreneur et vous avez l'ambition d'ouvrir un commerce. Félicitations. Cependant, vous rencontrez une difficulté de trouver un local adéquat malgré effectivement vos ressources financières et l'attractivité de votre enseigne. Alors, ce problème, loin d'être anecdotique, touche de nombreux entrepreneurs et peut freiner le développement de votre projet. Alors, nous sommes heureux aujourd'hui, en tout cas, de vous accueillir au cours de cette conférence dédiée aux difficultés de trouver un local pour votre commerce. Et au cours de cette conférence, nous allons aborder différents sujets pour comprendre justement les raisons soit de la pénurie, soit de la difficulté pour trouver un local commercial. Comment réévaluer un petit peu les critères clés pour trouver le local idéal et développer des stratégies de recherche efficaces. Alors pour cela, j'accueille Juliette Pichot, des Vitrines de France, la présidente de la Fédération nationale des centres-villes, mais vous êtes aussi une commerçante indépendante. Exactement. Romain Schneider, vous êtes expert immobilier donc dans le groupe Progressium. Enchanté. Vous aurez l'occasion de vous présenter. Et je termine en tout cas par Nicolas Louis-Amédée, directeur du développement territoire et marketing, une société qui est spécialisée en tout cas dans tout le géomarketing pour identifier les bons emplacements. C'est ça. Bonjour à tous. Alors, je propose peut-être à titre indicatif, parce que Romain avait envie de parler, je pense que ça peut être une bonne opportunité, parce que nous allons avoir 45 minutes de conférence et vous aurez à la fin l'opportunité de poser quelques questions. Est-ce que, ce n'était pas prévu, mais brièvement, vous pouvez peut-être présenter vos différentes activités de manière un petit peu plus détaillée que ce que je ne l'ai fait? Bien sûr, merci beaucoup pour cette prise de parole. La Fédération nationale des centres-villes est une fédération qui rassemble des associations de commerçants, mais également des mairies, des collectivités, des chambres consulaires, des managers de centres-villes et tous les acteurs en fait, qui ont un lien avec le commerce sur les territoires. Nous sommes là pour fédérer les commerçants, mais aussi pour dynamiser les territoires, revitaliser les territoires par tout un tas d'outils. Nous sommes une grande boîte à outils. Et des outils qui peuvent vous permettre, vous, commerçants, de générer du flux, du trafic et donc du chiffre d'affaires. Très bien. Et puis en plus, on va détailler justement tous ces outils au cours de cette conférence. Romain ou... Romain Schneider. Donc en fait, le groupe Progressium, c'est la première agence française de développement de franchise. Donc on intervient aujourd'hui sur à peu près tous les métiers de la franchise qui vont du conseil, formation, également structuration des réseaux, animation réseau et plus particulièrement le développement, donc le recrutement des franchisés ou des affiliés, et également l'immobilier dont je m'occupe, qui est de l'accompagnement des franchisés ou des franchiseurs tête de réseau dans les recherches d'emplacement, centre-ville, retail park et centres commerciaux. Voilà. Et on fait un gros travail avec les acteurs notamment locaux pour avoir une certaine cohérence entre la périphérie, le centre-ville, en fonction des typologies d'enseignes. Nicolas. Alors, moi, Nicolas Louis-Amédée, en effet, territoire et marketing, Cyril Group. Donc, nous, à la fois, on est éditeur de solutions géomarketing et bureau d'études. Notre métier, c'est d'accompagner finalement ici à la fois les franchiseurs, donc les têtes de réseau dans leur stratégie territoriale. Donc, en gros, on réalise des plans de développement pour leur dire où s'implanter, quelles priorités, où chercher justement, où investir et où identifier des porteurs de projets. On travaille aussi pour ces porteurs de projets pour estimer des chiffres d'affaires potentiels. Donc vous avez un emplacement, un local dont on va parler, quel chiffre d'affaires je vais pouvoir réaliser afin de monter votre business plan et d'aller chercher les financements. Et puis on accompagne, dernière typologie de clients, les territoires, les collectivités, sur des problématiques de ce qu'on appelle la programmation commerciale. J'ai une cellule disponible, qu'est-ce que j'y mets à l'intérieur, quelle enseigne, quel commerce déjà, quel secteur d'activité, quel commerce, une enseigne ou pas, ainsi qu'un certain nombre d'autres solutions orientées sur ce qu'on appelle les observatoires. Et pour le coup, j'ai une double casquette où je représente la Fédération française de la franchise sur le côté expert, puisque je suis membre du Collège des experts sur la partie géomarketing. Voilà. Alors, donc on a un petit panel d'intervenants et juste avant de rentrer pour traiter le sujet de la difficulté de trouver un local, Juliette, j'aimerais avoir juste votre point de vue, parce que vous êtes commerçante indépendante, vous n'êtes pas forcément franchisée, mais vous m'aviez dit une chose assez intéressante sur ce que pouvait apporter une franchise dans l'animation d'un centre-ville, en complément effectivement d'enseignes, pas on va dire traditionnelles, mais classiques, non franchisées en tout cas. Vous avez une vision assez précise sur ce sujet.
Alors en effet, aujourd'hui, un centre-ville doit être, et c'est quelque chose d'assez impératif, doit être composé de commerçants indépendants, certes, mais également de franchises, ainsi que de succursales, des boutiques en nom propre, afin d'avoir une identité du centre-ville, un centre-ville qui soit celui-ci et non pas un autre centre-ville qui ressemble. La franchise est extrêmement importante parce que ce sont des commerçants indépendants finalement qui sont affiliés à une marque, qui vont travailler sur un modèle de la marque propre. Pour autant, il reste des commerçants indépendants et ils peuvent s'inclure dans l'animation et la dynamique des centres-villes. C'est en ça qu'ils sont très importants et assez indispensables dans nos centres-villes. Il faut vraiment que l'on crée des centres-villes qui soient charismatiques, qu'on n'ait pas les mêmes centres-villes partout en France. Donc les franchisés sont de très bons acteurs pour ça. On leur rôle à jouer. Alors rentrons un petit peu dans le vif du sujet. Nicolas, pourriez-vous, vous êtes une société d'études de géomarketing, en quoi consiste votre métier? Vous l'avez dit un petit peu, mais comment va se dérouler en tout cas un projet d'implémentation avant d'identifier qu'il y a un problème, on n'arrive pas à trouver, mais quel est votre métier? Quels sont les documents, enfin le contenu que vous restituez? Quelle est votre méthodologie pour identifier les potentiels de chiffre d'affaires pour chacun des clients que vous avez? Alors, par rapport à la thématique du jour, il y a souvent une première problématique. On vient nous voir en nous posant la question, où est-ce que je dois m'implanter? Où est-ce que je dois ouvrir? Et finalement, où est-ce que je dois rechercher mon local? Aidez-moi à orienter les recherches. Ça dépend évidemment du concept, ça va dépendre forcément de la cible du consommateur, du type de client qu'on va avoir. Mais de façon pragmatique, ça va dépendre franchement du local disponible. C'est-à-dire qu'on peut identifier les meilleures zones s'il n'y a pas de local, et il n'y a pas de local. Et c'est là que le sujet va rentrer en ligne de compte et qu'on va intervenir sur différents domaines. Première catégorie d'études, donc, c'est finalement essayer d'identifier, trouver les meilleures zones pour chercher son local. Une fois qu'on a son local, on va vraiment rentrer dans l'opérationnel, c'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on appelle une étude de marché d'implantation. L'objectif, c'est de se dire, avec une démarche terrain, combinée avec des éléments évidemment statistiques, de données, de quel chiffre d'affaires potentiel je vais faire à vitesse de croisière. La notion de vitesse de croisière, c'est déjà dire, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, selon le concept, selon l'enseigne, quel chiffre d'affaires je vais pouvoir obtenir. Et ça dépend de plusieurs critères. L'emplacement, cet emplacement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va avoir une visibilité particulière, le local. Il va avoir une accessibilité particulière. Il y a des piliers qu'on va devoir regarder. Il va être dans un environnement concurrentiel. Est-ce que la concurrence va nous aider, va être extrêmement générateur de trafic ou au contraire va nous desservir? Est-ce que je suis dans un environnement de commerce synergique qui va être très boostant pour mon activité et qui va participer, hein, c'est ce que vous disiez finalement, dans l'équilibre finalement que ce soit d'un centre-ville, d'une zone commerciale, on va avoir ce qu'on appelle des générateurs de trafic, des enseignes qui vont attirer du monde. On va aussi avoir des indépendants qui ont créé leur commerce et qui ont aussi un rôle extrêmement important. Donc on prend finalement en compte tous ces critères et l'objectif c'est de se dire, ce concept, sur ce local, qu'est-ce qu'on peut en espérer? Compte tenu des équivalents, c'est-à-dire ce même concept ailleurs sur des villes qui ressemblent, finalement, le principe est de dire, si j'avais exactement le même concept, dans exactement le même local, dans 2 zones géographiques différentes, avec exactement le même porteur de projet, franchisé à l'intérieur, en réalité, je devrais arriver aux mêmes performances commerciales. Or, ça n'existe pas, cette situation. Il y a toujours un critère qui change. La concurrence, l'emplacement, la visibilité, le flux qu'il va y avoir. Tout ça, on doit les prendre en compte. Et on les prend en compte aujourd'hui, mais surtout demain. C'est-à-dire ma zone, comment elle sera demain? Est-ce que j'ai des travaux qui vont arriver? Est-ce que j'ai un tramway qui arrive? Quelle est la dynamique commerciale de mon agglomération? Est-ce que cette dynamique commerciale est en train de changer? Je suis dans la zone numéro 1, mais elle est en train de descendre actuellement et j'en ai une autre qui émerge. Bref, il y a énormément de critères comme cela qu'on doit prendre en compte. On passe forcément pour nous par une validation terrain, parce que je peux avoir la super zone, hein, si je suis dans l'impasse, dans la cave, au 3e sous-sol, je ne peux pas faire de miracle. Mais plus simplement, si j'ai un terre-plein central et que je capte que la moitié de mon flux, c'est déjà un sujet. Donc cette activité terrain, pour nous, elle va être très forte et on va cumuler à la fois l'ensemble statistique, le terrain, pour estimer un chiffre d'affaires potentiel. Cette fameuse vitesse de croisière, c'est important. C'est et demain, en fait.
Donc, vous avez fait une étude d'implantation, vous avez déjà une zone assez précise de là où vous voulez vous implanter, des idées de certains locaux, mais en fait, Romain, ce n'est que le début du projet, parce qu'il y a plein d'autres éléments à prendre en compte. Et quand on est franchisé et que l'on veut s'implanter, la première chose que vous dites, c'est de bien appréhender tout le cahier des charges déjà du franchiseur et de voir comment il peut s'appliquer à tel ou tel local et tous les contraintes cachées que l'on peut avoir. Oui, en fait, dans notre façon de fonctionner, on croit énormément au terrain. On sait qu'aujourd'hui, il y a énormément de data. On a nous-mêmes des logiciels qu'on utilise, bien évidemment. Mais la clé pour nous, c'est à chaque fois de faire ce qu'on appelle des descentes de ville, donc d'aller voir toutes les zones. On les revisite à peu près tous les 6 mois. Et ça nous permet à la fois d'avoir des remontées terrain de l'évolution, donc ce qu'on disait, l'évolution des zones, la zone qui était leader, qui baisse, etc. Et le point clé sur l'aspect qualité du local, c'est qu'un local par rapport à une enseigne, on peut aller de tout à rien. C'est-à-dire que vous avez des critères qui sont en restauration très différents que dans du service, que dans du prêt-à-porter, que dans du médical. Vous avez aujourd'hui l'évolution des bailleurs aussi, puisqu'il y a des bailleurs qui intègrent des offres de services qui n'étaient pas dans les centres commerciaux. On voit des centres médicaux arriver. On voit aujourd'hui, on a des projets même. Nous, on a à peu près une quinzaine d'enseignes de services qu'on développe et les bailleurs nous sollicitent maintenant pour les intégrer dans les centres commerciaux, donc des piscinistes, des gens qui font de l'aménagement extérieur. Donc en fait, les critères du local, le cahier des charges, c'est hyper important puisque si vous allez trop vite sur l'engagement que vous allez prendre sur le local, même s'il est dans le bon flux, s'il est à la bonne dimension, il y a tout un tas d'éléments que sont les coûts de construction, les coûts travaux, est-ce qu'il y a de l'amiante, est-ce qu'il n'y a pas de l'amiante, est-ce qu'il est ERP, est-ce qu'il n'est pas ERP. Donc il y a tout un tas d'éléments, le sprinklage, donc c'est toute la détection incendie, protection des personnes. Tous ces éléments-là, si vous ne les maîtrisez pas dès le départ, c'est des coûts cachés qui vont venir se faire refacturer par la suite, qui vont faire que le budget et l'enveloppe qu'on travaille dans le business plan avec l'expert comptable qui vous accompagne, eh ben, il va y avoir un décroché important qui met à risque vraiment le projet et derrière le financement. Voilà. Alors, vous avez préhendé tous ces aspects-là, vous avez trouvé en tout cas certaines pistes, mais vous n'arrivez toujours pas à trouver le local adéquat. Alors Juliette, vous êtes passée certes par des agences spécialisées ou des brokers, mais voilà, vous n'avez toujours pas trouvé. Quelle serait votre recommandation? Je pense qu'il y a certains acteurs locaux dont vous m'avez parlé qui sont très intéressants à activer. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus? Effectivement, quand on est porteur de projet, on va se tourner vers des acteurs comme les agences immobilières sur le terrain, des Progressium, des territoires et marketing. C'est évident parce que vous êtes des acteurs indéniables de la mise en place de ces projets. Toutefois, il y a un acteur que souvent on oublie et qui est extrêmement intéressant pour tous ces porteurs de projets, ce sont les associations de commerçants qui, sur place, ont une connaissance de leur territoire extrêmement précise et surtout un réseau de connaissances de commerçants déjà en place qui sont peut-être en train de vendre leur commerce ou qui veulent arrêter leur activité ou qui ont comme ambition de trouver un repreneur. Effectivement, nous, on les connaît, on les identifie et les associations de commerçants sont là aussi pour vous donner des conseils sur la mise en place de vos projets. En effet, on a des locaux qui sont vacants, certes, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'il faut implanter, mais on a aussi des locaux qui vont devenir vacants et là, on peut vous aiguiller pour mettre en place vos projets. Ce sont des outils qui sont proposés justement par ces associations ou fédérations de commerçants. Exactement, à la Fédération nationale des centres-villes, on a un outil qui s'appelle « Je loue ma boutique ». Et ce sont effectivement des propriétaires de locaux commerciaux ou des activités déjà en place mais qui veulent trouver ou des repreneurs ou cesser leur activité et qui ne veulent pas laisser leur bailleur en peine d'un locataire. Et donc cet outil, Je loue ma boutique, aide à vous mettre en place, vous porteurs de projet. Alors,
Nicolas, je poursuis mon fil directeur. Je suis toujours bloqué. Je n'ai toujours pas trouvé de local. Donc, une des premières questions à se poser, c'est ce que vous avez commencé à dire, c'est déjà se re-questionner sur certains critères, se re-questionner sur la zone. Je m'étais imaginé m'implanter dans telle zone. Qu'est-ce que je dois remettre effectivement en cause pour essayer de trouver le local adéquat? Alors en effet, quand on va dans une problématique d'implantation, si on est à une chaîne d'agglomération, on va avoir des zones. Nous, on appelle ça les espaces commerciaux. Donc c'est une zone commerciale, un centre commercial, un centre-ville, la pénétrante, ce que j'appelle la route du meuble par exemple. Enfin bref, on va avoir des espaces commerciaux et on se pose la question de quels sont les numéros 1, numéro 2 et ainsi de suite. Ce que l'on regarde, c'est que plus on est dans un espace commercial majeur de l'agglomération, d'un numéro 1 par exemple, et qu'à l'intérieur de cet espace commercial, on est sur l'emplacement premier, numéro 1, plus cette valeur locative elle est importante. Et ça, c'est un sujet qui va déjà être déterminant. C'est finalement quel ratio je dois avoir pour regarder si j'ai vraiment pas de locaux disponibles et pour me rabattre, quel ratio, moi, mon concept, peut supporter en adéquation, type de zone, type d'emplacement et la valeur locative associée. En gros, quel taux d'effort ça va m'emmener? Le taux d'effort, c'est finalement quel est le poids de mes loyers sur mon chiffre d'affaires. Il faut qu'il soit mesuré pour qu'on soit dans une pérennité d'activité. Et du coup, en réalité, si je n'ai pas de locaux disponibles dans cette première zone, je vais commencer à regarder d'autres zones. Mais pour regarder d'autres zones, il ne suffit pas de regarder que le local qu'on va me proposer. Il va falloir regarder tout un ensemble de critères. Pour le coup, Romain l'a déjà évoqué, tous les critères qui peuvent rentrer aussi en ligne de compte. Mais déjà, ce critère de qu'est-ce que moi je peux supporter dans mon business plan en termes de taux d'effort, ça va dicter aussi le choix de mes zones. Et la question qu'il va falloir se poser, c'est en effet, c'est de se dire, est-ce que j'ai intérêt à aller dans une deuxième, une troisième zone? Est-ce que j'ai intérêt à patienter? J'adhère complètement en effet au discours qui est de dire, commencez par contacter un manager de centre-ville qui va peut-être vous dire, patienter parce que dans 4 mois, je sais que j'ai une cellule qui va être disponible. Et ça vaut le coup peut-être de patienter 4 mois et d'être dans le bon emplacement en fait. Parce que souvent, quand on regarde ensuite des réseaux, dans les évolutions, il y a des emplacements où on va pas fonctionner, on va s'en apercevoir. Mais ce qui peut être paradoxal, c'est qu'on peut aussi avoir des trop bons emplacements. Alors, je m'explique. Le trop bon emplacement, c'est quoi? C'est dire, j'ouvre un point de vente sur une agglomération, je fonctionne très bien, je fais un super chiffre. Mais en réalité, j'avais la place pour 2 points de vente. Ça, normalement, la tête de réseau, c'est structuré, c'est organisé, c'est combien d'unités peut ouvrir, mais à condition que l'emplacement ne bloque pas les autres possibilités d'ouverture. Et ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Donc, il faut se dire aussi, mais finalement, moi, combien je vais ouvrir de points de vente sur cette agglomération? Si j'en ai qu'un seul, si j'en ai d'autres, si j'en ai plusieurs, peut-être qu'il faut que je fasse des choix stratégiques, d'aller sélectionner des zones et ensuite des locaux en fonction de ça. Ça participe finalement à la globalité. Donc, tout simplement pour dire qu'il y a plein de critères qui vont rentrer en ligne de compte. Et si vraiment je n'ai pas de locaux dans ma première zone, j'ai plusieurs stratégies à adopter. En choisir d'autres qui sont en adéquation avec mon modèle économique, attendre en contactant les bons interlocuteurs et voir si j'ai des locaux qui vont se rendre disponibles. Les professionnels de l'immobilier sont aussi là pour ça, et les managers aussi. Donc voilà, il faut que ça s'intègre dans une globalité, dans une réflexion globale, en fait. C'est ça le point. Alors, Romain, dans cette approche, il y a certainement des éléments complémentaires à rajouter à ce que dit Nicolas. Et aussi, au cours de notre préparation, il y avait tous les aspects, on en a un petit peu parlé, mais techniques, juridiques, du local, qui sont importants à prendre en compte et à mettre dans la balance, en tout cas dans ces choix. Tout à fait. Déjà, premier élément, on est au salon de la franchise. Le fait de choisir une franchise, c'est aussi un moyen de vous sécuriser, puisque quand vous signez un DIP, vous avez une zone d'exclusivité. En fonction des critères de l'enseigne, cette zone, elle peut inclure le centre-ville, elle peut inclure la périphérie. Donc, elle peut vous permettre aussi de vous projeter sur un plan de développement. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup avec des clients, que ce soit des jeunes pépites qui ont un premier projet ou des enseignes un peu plus matures qui ont 4-5 points de vente et qui veulent accélérer ce développement. Ça vous permet aussi de savoir où potentiellement il y a des zones d'opportunité
pour de nouveaux emplacements et donc éventuellement les réserver, puisqu'il y a un principe qui existe dans la franchise, c'est de faire ce qu'on appelle une réservation de zone, qui peut vous permettre de vous dire, voilà, par rapport à ce que disait Nicolas, effectivement, je sécurise ma zone et je ne vais pas venir me cannibaliser parce que je sais déjà que sur Bourges, je peux mettre 2 magasins sur l'intégralité du centre-ville, ou un magasin en centre-ville, un magasin en périphérie. Ça, c'est des éléments importants. C'est très très bien d'être indépendant. Nous, on a beaucoup de clients qui sont purement indépendants aussi, qu'on n'accompagne que sur l'immobilier, qui ensuite éventuellement font de la franchise, mais c'est aussi l'intérêt de se sécuriser sur ces contrats-là. Après, pour revenir à l'immobilier, effectivement, je partage. On voit tous en ce moment ce qui se passe sur plein de business models qui sont en pleine révolution. On parlait tout à l'heure des brokers. Nous, on ne se considère pas comme broker sur notre partie immobilière puisque on est né en 2018 à la demande du groupe Progressium pour les franchisés de nos enseignes partenaires, c'est-à-dire les franchisés qu'on recrutait. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur une centaine de franchisés, quand on les recrute, vous avez 70% de ces franchisés qui n'ont pas de locaux. Donc déjà, ça fait énormément de travail potentiel. Et sur ces 70, enfin, sur les 30 qui ont un local, il y en a à peu près la moitié. Le local n'est pas conforme au cahier des charges de l'enseigne. La surface, la zone, la taille, etc. Donc, en tant qu'enseigne et en tant que franchiseur, vous ne pouvez pas imposer effectivement de travailler avec tel ou tel partenaire, mais nous, effectivement, on propose de partager une mission de recherche qui est en général liée à un contrat cadre, puisque dans l'immobilier, vous êtes obligé de respecter la loi Hoguet en termes de registre des mandats. Donc c'est une profession qui est réglementée. Et donc dans ce cadre-là, notre business model n'est pas d'aller chercher 30% d'honoraires sur le loyer proposé, mais on va chercher en réalité 20% des sommes qu'on fait économiser à l'enseigne ou au franchisé. Donc vous, demain, on vous accompagne. Notre modèle, c'est effectivement de vous dire, OK, vous allez payer 8 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros d'honoraires, mais ces honoraires-là sont liés à ce qu'on appelle en fait un success fee, c'est-à-dire ce qu'on a réussi à aller négocier auprès du bailleur sur les conditions financières. Donc le loyer, c'est ce qu'on cristallise tous parce que c'est ce qu'on voit tout de suite, mais vous avez des paliers de loyer, vous avez éventuellement des allègements de loyer pendant des franchises travaux, vous avez tout un tas d'éléments aussi de participation financière du bailleur, c'est-à-dire qu'en fonction de l'état du local, quand on fait un audit technique du local, on peut s'apercevoir qu'il y a un budget de travaux qui est peut-être 20-30% supérieur à ce qu'on avait estimé au départ. Et dans ce cas-là, si on n'a pas encore signé son bail, on peut aller chercher une participation des travaux du bailleur qui va vous rembourser 15%, 20%, 30%, des fois 50% des travaux. Pareil sur un autre aspect, on parlait des zones tendues. Vous allez sur Annecy, vous allez sur Pau. Là, j'ai fait 2 jours sur Pau, 2 jours sur Annecy le mois dernier. C'est des marchés qui sont complètement différents. Sur Pau, vous allez avoir 90% des locaux sans droit d'entrée, sans droit au bail. Sur Annecy, vous avez 90% des locaux qui ont un droit d'entrée, un droit au bail. Donc effectivement, il faut être capable d'intégrer cette masse financière dans le business plan et de voir si l'enseigne et l'activité peuvent permettre de l'amortir sur la durée du bail. Voilà. Et après, sur les aspects techniques, c'est tout un tas de coûts travaux qui peuvent être anticipés avant signature parce que le premier vrai rendez-vous avec un bailleur institutionnel de centre commercial ou de retail park, c'est la signature du bail. Une fois que vous avez signé le bail, toutes les promesses qui sont non écrites, elles n'engagent que la parole de la personne que vous avez en face de vous. Comme on est dans un monde où les interlocuteurs changent de manière très très rapide, il faut tout écrire. Donc l'idée, c'est d'avoir un bail qui est ficelé sur le financier, le juridique et le technique. Alors, quelques petites questions avant de passer, je regarde le temps aux éventuelles questions. Je vais peut-être commencer par Nicolas et puis aussi Romain, puis après j'aurai une autre question sur un petit peu les tendances observées de changement de format. Ça va vous peut-être vous aussi, mais qu'est-ce que vous constatez en termes d'analyse de territoire, ces modifications de territoire qui peuvent impacter les formats et moi, je vais déjà poser la première question. Je ne vais pas trop noyer. Donc, Nicolas. C'est-à-dire sur les formats vous avez dit... Sur ces évolutions, vous qui étudiez effectivement énormément de territoires, énormément de tendances, donc quelles seraient un petit peu les tendances effectivement d'évolution entre les centres-villes, la périphérie? Qu'est-ce que vous observez comme grande mutation, en tout cas au niveau géomarketing?
Alors, pour le coup, vaste sujet. On pourra répondre sur vraiment plein de domaines. Je vais répondre sur 2 étapes. Première étape, c'est ce qu'on peut observer. On fait un observatoire. C'est intéressant, vous allez voir des porteurs de projets qui viennent justement à Franchise Expo Paris. Donc pour les gens qui sont ici, on est avec la Fédération française de la franchise, des différents partenaires, on réunit un certain nombre de données. On suit les intentions d'ouverture depuis quelques années sur les porteurs de projets où vous souhaitez aller. Les statistiques principales que l'on va avoir, c'est qu'on va ressortir que 50% des personnes qui sont ici sont d'Île-de-France. Sur ces 50%, 40 vont le faire en Île-de-France, leur projet. Il va y avoir 10% qui vont partir ailleurs. 50% sont de province et veulent le faire chez eux. Un porteur de projet, c'est quelqu'un qui a envie d'ouvrir via un contrat de franchise un commerce chez lui sur son territoire. C'est le premier point. À l'intérieur de ce territoire, ce qu'on ressort, c'est que finalement aujourd'hui, ce sont les villes secondaires qui sont les vraies tendances. C'est-à-dire que les villes principales, aujourd'hui, les plus grandes agglomérations sont déjà très pourvues, il y a des environnements concurrentiels. Et ce qu'on recherche actuellement pour un porteur de projet en ce moment, en tout cas c'est les chiffres qui parlent, c'est qu'on cherche la zone de chalandise qui soit suffisamment importante pour avoir du potentiel, bien évidemment, mais qui ne soit pas non plus trop importante pour qu'on ait ce qu'on appelle une pression concurrentielle limitée. Donc on cherche à la fois le côté cadre de vie, ville plus agréable, moins tendue, avec des opportunités, soyons très clairs, immobilières avec des coûts où c'est mesuré, mais en même temps qui soit suffisamment attractive pour qu'on arrive à un niveau de performance de chiffre d'affaires. Et cette tendance globale de ville secondaire, ça fait déjà 3-4 ans, et c'est le Covid qui a vraiment accéléré le phénomène, permet de faire ressortir des territoires chaque année, toujours nouveaux, toujours différents, qui fait qu'on est dans une concurrence saine, mais régionale, entre certains territoires, entre la ville-pôle qui avait le pouvoir et des satellites qui maintenant commencent à attirer aussi de plus en plus certains porteurs de projets. Ça, c'est un phénomène de fond que l'on va retrouver. Et puis après, forcément, la question se repose sur centre-ville et ou périphérie. Mais c'est finalement pas ou périphérie, c'est finalement c'est un ensemble, ça ne s'oppose pas. En réalité, c'est le concept que je vais avoir. Il peut fonctionner peut-être que dans un centre-ville ou que dans une périphérie ou dans les deux. Et on retombe sur la problématique de la disponibilité du local et du business model associé. Et Romain, de votre côté, sur les changements de format, parce qu'il y a aussi pas mal d'évolutions à ce niveau-là dans le monde de la franchise avec un avis plutôt d'experts immobiliers et de cabinet Progressium. En fait, la particularité dans l'immobilier, c'est qu'on parle toujours de stock. Ce qui est vrai dans l'immobilier d'habitation est vrai dans l'immobilier de commerce. Et aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de stock. On a un consultant qui est spécialisé de Paris Intramuros. On dit toujours que Paris, en ce moment, à part les grandes rues, vous avez 50% des boutiques, vous pouvez passer la porte, potentiellement l'est à vendre. C'est un peu vrai également en province. Aujourd'hui, il y a énormément de locaux disponibles. Il y a des centres-villes qui essayent de redynamiser, qui font beaucoup d'efforts. Il y en a d'autres qui ont entamé des démarches, mais qui ont encore du retard. Et les centres co en face de ça sont également en pleine révolution, puisque aujourd'hui, même des enseignes comme Ikea, qui est un client, ont besoin de flux. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'avoir auprès d'eux une offre complémentaire, parce que les gens ne vont pas prendre leur voiture pour faire 10-15 km uniquement pour une seule destination. Ils vont vouloir du loisir, bien évidemment de l'alimentaire, du service, etc. Donc la vraie difficulté aujourd'hui, qui peut être la vôtre demain, c'est qu'il y a du stock, mais est-ce que dans ce stock, il y a le produit que je souhaite ? Malheureusement, pas toujours, parce qu'il y a beaucoup de produits, si on parle par exemple des centres commerciaux, dont j'ai un peu plus d'expertise, qui ne sont pas au bon format. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des redécoupages, il y a des travaux. Vous avez des cafétérias, par exemple, qui ont fermé, que les bailleurs doivent redécouper parce que c'est des formats de 600, 800, 1500 mètres carrés. Et donc, il faut refaire des boutiques peut-être plus petites, mettre du médical, mettre du service. Et donc, tout ça, ça prend un certain temps et ça demande surtout un énorme investissement budgétaire de la part des foncières. Et elles ne sont pas encore toutes en capacité de le faire. Ou en tout cas, elles n'ont pas toutes envie de se faire un petit peu mal et de le faire. Parce que la difficulté dans l'immobilier commercial, c'est que la plupart des foncières, ce qu'on appelle les foncières cotées, donc les gros centres commerciaux, elles n'arrivent pas à dégrader de la valeur. Aujourd'hui, on est vraiment à une bascule, et ce serait intéressant d'avoir l'avis de
de mes 2 confrères, c'est que pour moi aujourd'hui, on va être amené à détruire de la valeur locative. On n'a plus le choix. Ça fait des années qu'on espère toujours des valeurs plus fortes et qu'aujourd'hui, on n'y arrive plus. Et donc, aujourd'hui, vous avez un certain nombre de bailleurs, soit des privés, soit des foncières familiales, qui l'ont anticipé, qui gèrent ça en bon père de famille et qui sont capables de vous accompagner sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans de palier, avec des valeurs faciales moins importantes, et qui vont surtout être capables de découper les locaux, de les restructurer, et donc de vous permettre de trouver dans ce stock le bon local pour vous. Alors, Juliette, aussi, c'est qu'une fois, si on s'est implanté en tant que franchise, ce que vous dites, c'est que le rôle, une fois qu'on a trouvé des agents locaux, qu'on s'est implanté, ne s'arrête pas là, et qu'il y a tout un rôle du franchisé de bien s'intégrer dans l'écosystème local. Oui, en effet, c'est quelque chose d'extrêmement important de pouvoir s'implanter sur son territoire. Quand vous avez trouvé le local, c'est une chose, mais c'est de s'intégrer au territoire. S'intégrer au centre-ville ou au centre commercial, mais en l'occurrence, moi, mon métier, c'est les centres-villes, de s'intégrer via l'association de commerçants, via le manager de centre-ville s'il fait partie de la mairie, donc parler aux bons interlocuteurs dans les mairies en question, et de s'intégrer au réseau des commerçants parce que effectivement vous arrivez sur un territoire que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, puisqu'on a eu des chiffres tout à l'heure qui sont assez flagrants en effet, et de s'intégrer, ça permet aussi d'avoir encore plus de visibilité. Vos clients sont certes les habitants de la ville et de la zone de chalandise, mais vos clients peuvent être aussi les commerçants, et ce sont les premiers clients que vous pouvez avoir à proximité de votre commerce. Il faut s'intégrer au réseau des commerçants via les associations de commerçants. Et puis, c'est aussi gage de sérénité en termes de communication, puisque, en général, la meilleure communication qu'on peut faire pour un commerçant, c'est le bouche à bouche. Et c'est très efficace qu'on parle de vous, que d'autres commerçants parlent de vous, effectivement. Merci. Je ne sais pas s'il y aurait des questions dans l'auditoire. Je vais faire le rôle. Bonjour à tous. Tout à l'heure, vous aviez dit qu'il était possible pour un franchiseur d'exploiter plusieurs points de vente au sein d'une même zone. Mais justement, comment va se gérer la concurrence pour 2 franchisés qui se trouvent par exemple dans le même centre-ville, dans la même agglomération, etc. Comment gérer cette... Est-ce que ça fera finalement une sorte de concurrence déloyale, par exemple? Alors non, en fait, dans une zone d'exclusivité, elle est réservée à un franchisé qui peut se faire sa propre concurrence s'il le souhaite dans sa zone. Mais le franchiseur ne pourra pas mettre un autre franchisé dans cette zone. Ah. Non, il paye. En fait, pour compléter le sujet, c'est que le franchiseur, dans l'idéal, il faut qu'il ait sa vision de son plan de développement. C'est-à-dire, sur une agglomération, quel est le potentiel que j'ai pour implanter combien de magasins, avec quelle priorité. Donc, je peux en mettre 2, 3, 4, 5. Derrière, on va, dans le cadre de contrats, de franchise par exemple, concéder une zone d'exclusivité territoriale, c'est ce que disait Romain. Et cette zone d'exclusivité territoriale, elle a le potentiel pour fonctionner pour l'unité. Souvent, ce qu'on fait d'ailleurs, c'est qu'on commence par concéder une première zone à un franchisé et lui laisser peut-être la priorité d'ailleurs sur les zones complémentaires et lui laisser cette possibilité de venir, non pas finalement se concurrencer, puisqu'il va peut-être un peu légèrement se prendre potentiellement du business, mais c'est même pas sûr d'ailleurs, mais surtout aller développer des opportunités complémentaires et devenir lui-même multi-franchisé potentiellement. La tête de réseau, justement, a intérêt à bien maîtriser ces tailles de zones d'exclusivité territoriale, parce que finalement, si elle a concédé une zone trop large et que le franchisé ouvre qu'un seul point de vente, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette tête de réseau, au bout de quelques années, va se bloquer son développement. Là où elle pouvait mettre 3 ou 4 magasins, si le franchisé en met qu'un seul, eh ben, à un moment, elle va se retrouver bloquée. Et c'est l'erreur classique des réseaux qui n'ont pas anticipé cette problématique, qui n'ont pas fait d'études de ce qu'on appelle la zonification en amont et qui n'ont pas fait de plan de développement suffisamment tôt. Donc il est important de maîtriser justement ce territoire pour savoir tout de suite et pour orienter tout de suite le franchisé sur combien d'unités tu peux mettre sur cette zone pour éviter le phénomène que j'évoquais tout à l'heure qui était la trop bonne implantation que l'on pense, qui est l'unité qui se met dans un endroit et qui verrouille toutes les zones potentielles que j'aurais pu mettre pour me développer en fait. Voilà.
Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner la parole. Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France et en relation d'ailleurs avec Madame la Présidente Juliette Pichot. Nous sommes en train de porter auprès de Madame la Ministre Olivia Grégoire une doléance concernant la taxe foncière qui, dans les activités commerce, n'est pas comme dans les activités civiles. Monsieur de l'immobilier, vous le savez mieux que moi. Pour le commerce, le propriétaire peut faire supporter la taxe foncière, ce qui est le cas dans tous les cas, auprès du preneur, du locataire. Est-ce une chose normale et qu'en pensez-vous le milieu des franchiseurs et des franchisés? Merci de votre réponse. Justement, j'expliquais tout à l'heure que le monde de mon métier a complètement changé. Aujourd'hui, on n'a plus un seul client, que ce soit réseau intégré, franchisé ou indépendant, qui ne raisonne pas en taux d'effort global, c'est-à-dire en poids, loyer, charges, fonds d'animation marketing, taxe foncière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que vous preniez Ikea ou un indépendant qui ouvre un premier restaurant, on va prendre l'intégralité des masses de dépenses et on va les impacter sur son chiffre d'affaires. Et on va raisonner en fonction de son secteur, en restauration, entre 6 et 8% de taux d'effort. Sur des activités de prêt-à-porter, on va être entre 8 et 10, 12 maximum. En optique, on va pouvoir monter un petit peu plus haut, etc. Et effectivement, toute la difficulté aujourd'hui, c'est que les bailleurs ne veulent pas lâcher sur ces montants-là. On a même des centres commerciaux en France où vous avez 300, 400 euros de charges par mètre carré. Aujourd'hui, c'est ça en moins en loyer. Là, j'ai l'exemple récent d'un centre de santé qu'on a implanté en région parisienne. Il y a 15 000 euros de loyer à l'année, mais il y a 60 000 euros de charges. Donc en fait, pour répondre à votre question, qu'on décide demain de ne plus le refacturer, c'est une chose, mais dans tous les cas, déjà aujourd'hui, il n'y a plus personne sur le marché qui raisonne en loyer seul. Donc c'est vrai qu'en centre-ville, on a moins ce problème, parce que les charges sont beaucoup moins importantes, les propriétaires en général ne refacturent pas la totalité des charges, certains ne refacturent pas la totalité de la taxe foncière. Par contre, en centre commercial ou effectivement en retail park, on a le problème puisqu'on est obligé de prendre la totalité de la masse des dépenses. Et c'est vrai que du coup, la part de loyer, elle réduit comme neige au soleil puisqu'on ne peut pas dépasser un taux d'effort. Puisque pour finir, nous on intervient sur des missions de direction immobilière pour des enseignes. Aujourd'hui, vous n'avez plus une seule enseigne qui accepte pour ses succursales de ne pas gagner d'argent, donc de ne pas avoir de ROI dès la première année. Et vous n'avez plus aujourd'hui un seul franchisé, que ce soit un primo-accédant ou un multi-pluri-franchisé, qui accepte de ne pas gagner d'argent dès la première année. Donc ils préfèrent ne pas faire le projet que d'être en perte au bout d'un an. Merci. Alors, peut-être la dernière question, s'il y en a une. Non ? En tout cas, merci à nos invités, merci à tous. J'espère que ces informations vous auront été utiles. Alors, n'oubliez pas que vous devrez vous adapter et revoir de nombreux critères si jamais vous êtes bloqué dans votre recherche d'emplacement. Je vous encourage à poursuivre vos recherches, à poser toutes les questions directement à nos invités. Et je vous remercie de votre attention et à bientôt. Merci. Merci beaucoup.